That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Tout ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors je suis très content parce qu'aujourd'hui on va dialoguer, on va converser autour d'un cinéma, d'une cinéaste, d'une filmographie courte mais quand même assez fondamentale. C'est la filmographie de Julia Ducournau que vous connaissez très bien, ne serait-ce que pour ses deux seuls longs métrages graves qu'elle a réalisés en 2016 et qui avaient été présentés dans le cadre de la Semaine de la Critique, et surtout Titane qui a été réalisé en 2021 et qui a reçu la Palme d'Or. Juste ça, la Palme d'Or, donc meilleur film pour le jury cannois de l'année 2021. Et pour en parler, j'ai proposé cette thématique à une consoeur et je suis très content qu'elle ait accepté de venir ici en parler, vu que c'est une chaîne que je suis énormément. C'est Demoiselles d'horreur, aka Judith. Elle a dit oui, elle est là. Merci beaucoup Judith, comment vas-tu ? Ben, très bien, et merci beaucoup à toi Samir. Je suis hyper contente de pouvoir parler de Julia Ducournau avec toi, justement parce que c'est pas une cinéaste que j'ai abordée moi directement sur ma chaîne, en tout cas pas encore, donc ça me donne une belle occasion. Donc merci. Bon, bah, je rappelle pour celles et ceux qui auraient, j'aime beaucoup dire cette phrase-là, mais l'outrecuidance de ne pas te connaître, c'est une chaîne qui s'appelle Demoiselles d'horreur, Demoiselles au pluriel, et c'est une chaîne, je cite, pour mettre un coup de projecteur sur les femmes dans les films d'horreur. Bien évidemment, le lien est dans le descriptif de la vidéo, mais vous connaissez déjà cette chaîne. Bon, on attaque tout de suite. Alors, première question, très simple, très basique, tout simplement, en fait, il y a deux questions. Petit 1, pourquoi avoir accepté de faire une émission autour de Julia Ducournau ? Tu aurais pu dire non, réfléchissant à un autre sujet. Et puis surtout, deuxièmement, quand est-ce que tu as découvert le cinéma de cette cinéaste ? Alors j'ai accepté, et effectivement c'est un peu, tu vois, c'est un peu ce que je disais avant, ça fait, moi c'est une cinéaste que j'aime beaucoup. Déjà je vais poser le truc parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais il se trouve que moi j'adore, que quand j'ai découvert Grave, ça a été une révélation assez incroyable pour moi, et je dis depuis longtemps que je vais en parler sur ma chaîne et je le fais jamais parce que Grave, c'est vraiment un gros morceau. Je pense qu'il y a énormément à analyser, et puis j'ai aussi plein d'autres envies qui viennent qui se présentent avant et que je traite avant, donc voilà, je l'ai pas encore fait. Mais du coup, je suis hyper contente d'avoir l'occasion d'en discuter quand même, et surtout de pouvoir déblayer un peu le sujet de manière un peu plus général, enfin en tout cas qu'on aborde ces deux films comme ça ensemble, je trouve ça chouette. Et comment je l'ai découvert ? En fait, le premier film que j'ai vu d'elle, c'était son court-métrage qui s'appelle Junior, donc avec Garance Marillier aussi dans le personnage principal. Et c'est un court-métrage que j'ai découvert, en fait, c'était à Bristol, dans un festival de court-métrage qui s'appelle Encounters Film Festival, au sein duquel le collectif Final Girls avait une sélection. Donc en fait, les Final Girls, il y a aussi les Final Girls à Berlin, qui est un autre festival de court-métrage de genre réalisé par des femmes, mais il y a aussi les Final Girls en Angleterre, Angleterre ou États-Unis, je ne sais plus exactement, qui voilà, lors de ce gros festival de court-métrage à Bristol, avait une petite sélection spéciale sur les courts-métrages de genre qui mettaient en scène pas spécialement, enfin pas que du body horror, mais en tout cas des transformations physiques. Et donc en fait, moi j'y avais été parce que j'avais mon propre court-métrage de fin d'études qui était projeté, qui passait dans cette sélection. Et dans cette sélection, il y avait aussi Junior de Julia Ducournau. Et à ce moment-là, donc elle, je la connaissais pas du tout, et j'ai vu le film, et il était super. En fait, il se démarquait largement des autres lors de la projection. Alors la sélection était très bonne et il y avait plein de belles choses à voir, mais Junior, il était quand même vraiment au-dessus, aussi bien en termes de maîtrise qu'en termes de professionnalisme, etc. On sentait que le film n'avait pas été fait avec 3 bouts de ficelle, tu vois, ou en tout cas ça le cachait bien. Donc vraiment, vraiment très bon premier contact. Et en fait, ce n'est que plus tard, en découvrant Grave. D'ailleurs, Grave, je l'ai découvert de manière assez tardive parce qu'il m'a beaucoup fait envie, mais à l'époque où il est sorti au cinéma, il n'est pas forcément resté très longtemps. Et moi, c'est une période où j'étais en voyage, ou je sais plus, mais en tout cas, je l'ai raté au cinéma. Donc, je ne l'ai découvert que après. Et ça a été une giga claque pour moi. Tout d'un coup, j'ai eu l'impression de voir représenter exactement le genre de thème que j'avais envie de voir traité au cinéma, dans le cinéma français, et de la manière dont je voulais qu'il soit traité. Donc, très gros enchantement pour moi. Est-ce que tu peux me rappeler, enfin, parce que je n'ai pas vu le court-métrage en question, et juste me dire de quoi parle ce film, et surtout la manière que Ducournau a de travailler sa mise en scène dans ce court-métrage. Est-ce que ça s'est effectivement renouvelé dans Grave et ensuite dans Titane ?
Oui, alors moi je trouve que c'est vraiment, je vais pas dire un brouillon de ces films parce qu'un court-métrage c'est aussi une œuvre à part entière et c'est pas qu'un brouillon, mais on y a vraiment les prémices de ces longs métrages et pour moi il est clairement dans la lignée. Mais d'ailleurs tu vois, Garance Marillier, elle a, après elle est restée le personnage de ces films. Enfin, c'est pas le personnage principal dans Titane, mais elle s'appelle aussi Justine, tu vois, dans tous ces films elle s'appelle comme ça, comme s'il y avait une vraie continuité qui était absolument voulue à travers son personnage. Et en fait, le court-métrage parle d'une jeune adolescente qui a quoi, qui a 13 ans maximum, qui en fait, on a une scène d'ouverture assez dégueu où on comprend qu'elle est hyper sale, genre qu'elle se lave pas, elle fait semblant de prendre sa douche, et en fait, en attendant, elle se gratte entre les orteils, puis après, elle met les doigts dans sa bouche, et elle va chercher de la nourriture derrière ses dents, et alors c'est une scène absolument dégueu, mais voilà. Et, euh, et en fait, c'est un petit peu son quotidien au collège où elle est hyper garçon manqué, entre guillemets, où elle traîne qu'avec des garçons et avec les autres garçons, elle se moque des autres filles, de la manière dont elles s'habillent. Voilà, elle participe beaucoup de ce mouvement un petit peu oppressif et en même temps, du coup, elle, on voit qu'elle est dans le refus total de son propre corps et de bah, tu vois, la puberté chez une fille, etc. Et au fur et à mesure, elle va évoluer et elle va subir une sorte de transformation où elle va peler, son corps va se couvrir d'une sorte de matière gluante et tout, pour que, tel un papillon qui sort de sa chrysalide, à la fin, elle s'accepte avec son corps, tu vois, et qu'elle fasse un peu la paix entre le fait qu'elle puisse être amie avec des garçons et le fait qu'elle puisse, sans pour autant être contre les filles, entre guillemets, tu vois. Est-ce que tu dis, même si j'ai pas vu le film, mais je lui trouve beaucoup de connexions avec notamment avec Grave. Mais ça, Mhm. on va en parler plus tard sur un aspect de son cinéma, moi, qui m'intéresse beaucoup, à savoir la place du spectateur ou de la spectatrice par rapport à ces films, parce que il y a une interactivité entre le spectateur ou spectatrice et le film qui est, à mon Mhm. avis, assez important. Et je pense qu'on va en parler. Les deux films, enfin, le cinéma du Cournot maintenant dans son ensemble, euh, comment s'inscrit-il dans ta propre histoire du cinéma, dans ton rapport au cinéma aujourd'hui, par exemple? Pour moi, alors c'est vrai que tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent attends, c'est bon, Julia Ducournau, elle est pas révolutionnaire non plus. Je suis d'accord pour dire que elle n'a pas révolutionné le cinéma en soi, mais ce qu'il y a de révolutionnaire dans son parcours et dans ce qu'elle nous apporte, c'est la manière dont elle est mise en avant. Alors ça, c'est pas forcément la seule actrice de ça, mais il se trouve que elle est mise en avant et qu'elle porte au premier plan la voix d'un cinéma de genre qu'on aime depuis longtemps et qui mérite d'exister et qui est hyper intéressant, et que du coup, c'est plus en ça qu'elle est révolutionnaire, c'est le fait qu'elle porte ça à un public plus grand. Mais malgré tout, moi, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, excuse-moi, tu peux me reformuler ta question? Je vais être sûre de pas trop m'égarer parce que ça m'arrive souvent. Donc je... Comment ces films-là s'inscrivent-ils dans ton histoire du cinéma, dans ta propre histoire? Ouais, dans ma propre histoire du cinéma. Pour moi, c'est vraiment effectivement le moment où ce que j'ai envie de voir au cinéma et les sujets que je veux voir traités par l'horreur, qui ne sont pas horrifiques en soi, mais les sujets que je veux voir traités par l'horreur et la manière dont je veux les voir traités sont dans la lumière, sont mis, tu vois, le fait qu'elle ait eu la palme aussi, c'est vraiment tout à coup, bah, ce cinéma que j'aime, c'est plus juste du cinéma de niche, c'est plus juste de la série B, tu vois, et c'est vraiment, bon, bah voilà, maintenant c'est un cinéma qui est établi en France. Enfin, c'est un peu tôt pour dire ça, mais en tout cas, c'est un cinéma qui est capable d'être récompensé, dont tout le monde a entendu parler, que beaucoup de gens ont vu, etc. Et pour moi, c'est ça. Je veux pas dire que les films ils sont révolutionnaires en eux-mêmes, mais ils marquent vraiment un tournant à partir du moment où on dit que bah voilà, on reconnaît ce cinéma en fait, c'est ça que je veux dire. Mais toi, tu considères ça comme un cinéma de genre ou comme un cinéma horrifique? Bah pour moi, le cinéma horrifique, c'est du cinéma de genre, donc mais après c'est des définitions toujours un peu compliquées. Mais alors pour moi, ces films, et surtout Grave, rentrent dans le cadre de l'horreur, mais je sais que c'est une définition large de l'horreur et que bon, les gens s'entendent pas toujours là-dessus. Il y en a pour qui, tu vois, l'horreur, c'est strictement les slashers et les films très gore. Pour moi, pas du tout. Ça peut être plein de choses différentes. Et en l'occurrence, pour moi, voilà, Grave, c'est un film d'horreur et c'est le genre d'horreur que j'aime. Mais voilà, c'est plus pratique de dire cinéma de genre, entre guillemets, parce que c'est quand même... c'est des codes qui parlent pas forcément enfin, au grand public qui a sa propre définition du cinéma d'horreur, tu vois. Oui, parce que je te pose cette question parce que en fait, elle avait donné un entretien, je pense que tu l'as lu toi aussi, un entretien pour Trois Couleurs, la revue Trois Couleurs, où elle Mm. expliquait que ça la faisait bien rire cette histoire de cinéma de genre, parce que par exemple un film comme Pierrot le Fou, elle disait dans les films de Godard, les films première période de Godard, il y a une multitude de genres, ça peut être de la comédie comme du polar. Elle disait par exemple Alphaville, ça me fait rigoler parce que c'est vraiment, il n'y a pas plus genre que ça. C'est pour ça que je me suis permis de te poser la question si tu faisais
une différence entre ces deux termes. Bah, moi, c'est-à-dire là où en plus, enfin, j'ai tendance à contourner la question parce que je suis beaucoup entourée de personnes qui parlent aussi de cinéma de genre dans le sens horrifique. Et donc, entre nous, on dit beaucoup de cinéma de genre. Et ce qu'on veut dire par cinéma de genre, c'est l'horreur, le thriller, le merveilleux, le fantastique, ce genre de choses. Tu vois, c'est tout ce qui a un attrait effectivement surnaturel ou alors horrifique. Et je sais que c'est pas que ça, que le western c'est un genre, que la comédie musicale c'est un genre, et que le cinéma de genre ça peut être beaucoup plus que ça. Mais pour des questions de facilité, c'est vrai que ces derniers temps, moi j'ai beaucoup tendance à dire cinéma de genre pour l'horreur et tous ses sous-genres, quoi. Bah, écoute, tu n'es pas la seule. Quand je parle de cinéma de cap et d'épée, je dis cinéma de genre. Alors, on est très très loin du thriller et je ne sais quoi. Mais je te pose aussi cette question parce que c'était quand elle arrive quand Julia Ducournau arrive pardon avec Grave en 2016. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'état des lieux de ce qui se passe dans l'industrie du cinéma français, dans le cinéma de genre horrifique, comme tu l'évoquais? Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, moi, j'ai pas un souvenir. Alors, je suis nulle en histoire et en date et tout, donc peut-être qu'il y a des gens dans les commentaires qui nous diront très exactement, non, le cinéma français de genre à l'époque, c'était exactement ça, 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 il y avait tel courant et tout. Moi, le souvenir que j'en ai surtout, c'est que les films d'horreur français qui réussissaient à se faire, il y en a eu quelques-uns qui étaient bons, hein, mais c'est surtout des films où tout le monde se disait à chaque fois genre ah génial, ça y est, enfin un film d'horreur français, et qu'à chaque fois ça faisait un flop parce que c'était beaucoup de l'imitation de ce que faisaient les Américains, ou alors au contraire quelque chose de très franco-français qui du coup n'assumait pas tellement la partie genre, et du coup on avait une sorte d'entre-deux comme ça. Alors soit les trucs hyper de niche que personne connaissait qui pouvaient être plus intéressants, soit cette espèce d'entre-deux qui essayait de réconcilier à la fois genre, à la fois français et à la fois public français, et qui en fait faisait toujours flop parce que ne réussissait tu vois, ne séduire vraiment ni l'un ni l'autre. Et du coup, c'était des films dont on parlait très peu, ou qui n'ont pas tellement fait date. Après, moi, il y en a que j'aime, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression, tu vois, que vraiment Grave, ça a pris un tournant. Je sais pas pourquoi spécialement ce film-là. Est-ce que c'est parce qu'il est spécialement réussi? Enfin, moi, ce serait une de mes théories en tout cas. Mais à ce moment-là, tu vois, les gens se sont vraiment dit genre waouh, on peut avoir un film d'horreur français qui, par ailleurs, a un côté justement très français, hein, très cinéma français, très assumé, qui n'essaie pas d'imiter, tu vois, du tout le genre américain, je trouve, ou anglo-saxon, et qui en même temps assume aussi franchement ses pendants horrifiques. Et moi, enfin, je trouve que c'est l'une des premières fois de ces dernières années, de ces dernières décennies, où cet équilibre est si bien tenu. Et je pense que c'est pour ça aussi, tu vois, que le public a davantage accroché et qu'on en a davantage entendu parler. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que quand on voit Grave et surtout Titane, allez, on va dire 90% de la critique de cinéma française, très vite, et même celles et ceux qui interviewent Julia Ducournau, très vite convoquent justement d'ailleurs, très justement, le nom de Cronenberg. Il n'y a aucun souci à cela. Et toi, tu viens de me dire, il y a quelque chose de très français. C'est quoi ce quelque chose de très français chez Julia Ducournau? À part le fait qu'elle soit française. Voilà. Je pense. Alors c'est toujours voilà, et c'est toujours compliqué d'essayer de ce qu'on veut dire par genre film français, l'espèce de grosse étiquette bien cliché, mais il y a une sorte de jeu un peu naturaliste, tu vois, chez les acteurs. Je sais pas si ça découle de la nouvelle vague ou quoi, mais d'avoir une sorte de jeu un peu blanc, un peu moins, à la fois peut-être un peu moins travaillé, mais aussi moins formaté que dans le cinéma anglo-saxon, où tu as l'impression que, quel que soit l'acteur ou l'actrice, à part quelques-uns qui se démarquent, tu vois, l'intonation et la musique de leurs phrases, tu les connais par cœur avant qu'ils les disent, tu vois. Le cinéma français, on est beaucoup plus un petit peu surpris, je trouve, par les dialogues et la manière dont ils sont interprétés. C'est ça aussi parfois qui donne l'impression, ou à raison ou pas d'ailleurs, mais qu'on a l'impression que les acteurs jouent mal. Enfin, souvent on dit que dans le cinéma français, les acteurs jouent mal alors qu'il y en a d'excellents, mais c'est parce que voilà, il y a ce côté beaucoup moins formaté des dialogues. Alors parfois c'est juste rafraîchissant, parfois c'est un peu décalé, mais bon, je trouve qu'il y a un peu ça chez Julia Ducournau. Ça, et aussi le dénuement de certaines scènes. Alors autant je trouve que Grave comme Titane, ils ont un côté aussi vachement baroque, la couleur, les mouvements de caméra, la musique et tout. Mais t'as aussi des moments de vraiment dénuement en mode on est en campagne française, mais tu vois, il y a les scènes un peu récurrentes dans Grave où elles sont au bord de l'autoroute, enfin notamment la sœur, tu sais, enfin pas l'autoroute, mais au bord d'une route pour essayer de se faire accidenter des voitures. Et là, pour le coup, tu vois, les plans larges sur la campagne, ce paysage n'a aucun intérêt en soi, tu vois, il est pas spécialement beau, il est pas filmé dans un angle spécialement avantageux ou quoi, et on est vraiment juste sur la situation, dans ce que c'est juste la vie de tous les jours en France, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui revient souvent dans le cinéma français, où on essaie de replacer ça dans le paysage du quotidien,
de notre quotidien, en fait, que ce soit à la capitale ou dans d'autres villes ou à la campagne. Et, et je trouve que c'est quelque chose que le film assume complètement, cette espèce de, un peu de... Alors, j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts parce que c'est pareil, je suis pas sûre qu'on ait tous la même conception de ce mot, mais tu vois, le côté un peu naturaliste qui est ramené toujours dans le film, alors qu'à côté, on a le côté très horrifique qui est assumé. Et qu'est-ce que tu penses quand on évoque trop souvent, je dis bien trop souvent, la figure importante, tutélaire, patriarcat, je sais pas quoi, de David Cronenberg? Est-ce que pour toi, c'est un peu trop exagéré? À partir du moment où on voit un corps qui est en train de se disloquer, tout de suite on pense à Cronenberg parce que c'est le premier film. Mais est-ce que ça va au-delà de Cronenberg? Oui, non, mais pour moi, évidemment, Julia Ducournau, elle crée réellement par elle-même. Le truc, c'est que elle assume beaucoup ses références, donc elle en parle très volontiers en interview et tout, et du coup, les gens s'accrochent très vite à ça en mode, alors non seulement dans Titan, il y a une voiture, mais alors du coup, tout de suite, tu vois, Carpenter, Cronenberg, machin, et en plus, elle l'assume dans les interviews, alors tout de suite, on se raccroche de ouf à ça. Mais alors, je pense que c'est vrai que la filiation, elle peut pas se nier, hein, bien sûr, mais bon, ça, tous les films, si tu veux, ils sont inspirés, ils sont tous faits avec une histoire du cinéma derrière eux qui les a nourris. C'est normal. Il se trouve qu'elle, elle le met un petit peu plus en avant, et je pense qu'il y a un petit peu un réflexe de beaucoup de gens qui ont dit que sa Palme d'Or c'était une imposture et que son succès est une imposture, qui se raccrochent beaucoup à ça pour essayer de dire qu'elle a pas de talent par elle-même, tu vois, et que si en gros ses films sont bien et s'ils sont appréciés, c'est parce qu'il y a eu Cronenberg avant. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'elle apporte plein de choses par elle-même et que à chaque fois qu'on voit un film avec du body horror, les gens sont pas toujours à dire ah ouais mais ce cinéaste ou cette cinéaste doit tout à Cronenberg. C'est juste que Julia Ducournau, elle a eu le malheur entre guillemets de l'assumer et d'en parler, et du coup je pense qu'on lui ressort maintenant à toutes les sauces, mais je pense qu'elle propose beaucoup plus que ça. Ben, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ce concept d'imposture que je ne comprends pas très bien, que je n'arrive pas du tout à saisir plutôt l'origine, tout ça. Mais c'est vrai que j'avais entendu que c'était une Palme d'Or qui avait été extrêmement décriée. Et est-ce que les contradicteurs du cinéma de Julia Ducournau, est-ce qu'ils lui reprochent finalement d'être peut-être, alors ce qui, moi, à mon sens, est complètement faux, hein, c'est erroné, je ne pense pas qu'elle soit dans le discours, mais de faire des films dans lesquels elle est plus dans, non pas dans les questionnements, mais plus dans l'attaque. J'ai l'impression que les contradicteurs lui reprochent cela. Alors, selon moi, non. Mais qu'est-ce que toi, tu en penses? Je pense que même ces contradicteurs, je suis même pas sûre qu'ils prennent le temps de... Enfin, en tout cas, les contradicteurs que j'ai le plus entendu sur les réseaux ou vu sur les réseaux, parce que c'est un peu ceux qui font le plus de bruit, mais ils vont même pas jusque dans cette réflexion. Pour moi, il y en a beaucoup. À partir du moment où elle a le côté un petit peu bourgeoise blanche et qu'elle fait des films qui sont un peu récupérés en mode ouais, ça y est, c'est le cinéma progressiste, c'est le cinéma woke, entre guillemets, etc. Tu vois, y a la contradiction de ouais, mais en fait, elle, c'est une bourgeoise blanche qui a fait la Fémis, et maintenant, on essaie de la récupérer pour des causes politiques de gauchos, tu vois. En gros, c'est en mode c'est une imposture parce qu'elle n'est pas faite pour. Parce que voilà, elle a pas révolutionné et que elle n'est pas d'une minorité et que en gros, c'est vraiment que de la posture, c'est que de la façade et que en fait, il y a rien de. Ça reste du cinéma de bourgeois, tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui pensent ça comme ça. Et écoute, moi, je trouve que c'est pas parce qu'on sort de la Fémis qu'on peut pas faire des films intéressants. Hein, donc, enfin. Non, l'histoire de la prouver. Alors là, franchement, ça. Voilà. Non, mais voilà, mais je me doute que tu vois, le côté grandes écoles, souvent, ça a un côté un peu poudre aux yeux, en mode bon, voilà, c'est de l'entre-soi, c'est beaucoup de gens qui ont leurs références et des discours politiques un peu calibrés pour que ça fasse bon genre et pouvoir être promu par la suite. Mais je sais pas s'il y a de ça, et honnêtement, je m'en fiche. Il se trouve que voilà, moi, je trouve qu'elle est pleine de talent et que ses films sont extrêmement réussis. Et ce que tu disais sur le fait que... Tu disais quoi que... Mais moi, j'ai l'impression que... parce que c'est aussi... comment dire, c'est aussi quelque chose qu'elle filme, enfin quelque chose. Ce sont des personnages féminins qu'elle filme énormément dans ses films et qui sont importants et qui représentent, en tout cas, un regard sur la société. Mais j'ai l'impression qu'on lui reproche aussi d'être une femme. Et ça, je pense que c'est... Ah oui, tu parlais du fait qu'elles sont dans l'attaque. Alors c'est vrai qu'en plus, elle a des personnages féminins qui sont, comme dans beaucoup de films d'horreur, en proie, et notamment des films de body horror, en proie justement à leur corps qui change, au regard que les gens portent sur leur corps, etc. Mais que par contre, elles prennent aussi le contre-pied dans le sens où elles vont tuer les gens de manière assez gore, etc. Et oui, effectivement, je suis pas sûre que ce soit quelque chose que
que beaucoup de gens, enfin avec laquelle les gens se sentent beaucoup, enfin se sentent très à l'aise, parce que en général, c'est vrai qu'on a encore pour beaucoup de personnages féminins, et pas tous, hein, bien sûr, je suis la première à dire que les personnages féminins dans les films de genre sont passionnants, mais le body horror, c'est encore beaucoup de on subit, tu vois, et rarement une sorte de deuxième temps, comme il y a aussi bien dans Grave que dans Titan, où on assume et on s'en sert et ça devient une arme et c'est effrayant, etc. Donc oui, je pense déjà dans la manière qu'elle a d'écrire les personnages féminins, il y a pas mal de gens qui doivent ressentir un certain inconfort par rapport à ça. Et en plus, je pense qu'on lui reproche d'être une femme, effectivement, parce que, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens, mais comme moi, hein, et plein de mes consoeurs, où quand elle a eu la Palme d'Or, on était super contente parce que on se dit, ça y est, une femme a eu la Palme d'Or. On sait qu'il y a eu Jane Campion avant, mais moi, je suis de la team qui pense que c'était pas pour rien si Jane Campion avait été ex aequo avec un homme, tu vois, et qu'il y avait un côté, ok, on assume de donner la Palme d'Or à une femme, mais en même temps, qu'une femme, ce serait un peu bizarre, donc voilà. Même, ça n'enlève rien à la palme de Jane Campion, hein, mais ça n'enlève rien non plus au symbole du fait que pour la première fois, on a eu une femme toute seule qui a eu la Palme d'Or. Et effectivement, ça a fait plaisir à plein de gens comme moi, et donc des féministes, qui se sont dit, c'est génial parce que c'est une femme aussi, tu vois. Sauf que les gens, tout de suite, ont enlevé le côté de notre discours qui disait c'est génial aussi parce que c'est ce film-là, parce qu'on le trouve bien, parce qu'on trouve ses thématiques fortes, etc. Et du coup, les gens ont beaucoup dit, bah voilà, en gros, c'est un truc de féministe, c'est une récompense de féministe et ça nous fait chier, et les femmes et machin, et tu vois, tout de suite, c'est déroulé tout le discours un peu réac face au discours féministe, entre les féministes qui trouvent qu'on leur donne jamais assez de voix, et je suis d'accord, et qu'on est encore très loin de l'égalité, qu'il faut continuer à se battre, et tous les gens enfin beaucoup les hommes, mais pas que, qui en ont marre d'entendre parler de ça, et qui du coup sont en réaction tout de suite, tu vois, en se disant mais c'est bon, on a compris que vous étiez pas contente, tu vois, c'est pas la peine de vous donner la Palme d'Or non plus, tu vois, il y a un peu ça. Donc ouais, aussi bien dans son écriture que dans le fait qu'elle est une femme, je pense qu'on lui reproche. Exactement. Revenons quand même un peu au cinéma parce que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Je vais te montrer deux images. Enfin, je vais te montrer des images, donc 4 en tout, deux de Grave et 2 de Titan, puis rebondir sur ces images-là, et puis voilà, avoir après ton avis. Alors première image que je voulais te montrer. Alors c'est effectivement extrêmement subjectif, ça je l'entends bien. Mais je voulais parler de ça aussi avec toi. Alors il y a ce moment-là. Donc, je crois que tu vois un peu, c'est pratiquement vers la fin du film. Et pourquoi je te montre ça? Parce que il y a un moment, il y a une citation. J'ai pris un extrait d'un entretien qu'elle avait donné pour la semaine de la critique, parce que je rappelle que ce film avait été projeté dans le cadre de la semaine de la critique au Festival de Cannes 2016, où elle parle du fait que les choses peuvent s'infiltrer directement sous la peau. Je trouve que ce moment-là, cette séquence que je viens de te montrer, que je montre à nouveau, voilà, c'est un moment déjà techniquement extrêmement fort. On pourra parler aussi peut-être de son amour immodéré pour ses comédiennes et comédiens aussi, la manière qu'elle a de travailler avec eux et réciproquement. Et je trouve qu'effectivement, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez phénoménal. J'ai l'impression que le cinéma de Ducournau brille par le fait qu'il ait besoin, son cinéma, qu'il ait besoin de nous, spectateurs, spectatrices, pour que le film fonctionne. J'ai jamais eu cette sensation devant un cinéaste. Je me suis jamais senti autant, utile. J'ai l'impression qu'elle a besoin de ça énormément. Alors on dit souvent, c'est normal, un film doit rencontrer son public. Oui, j'entends bien. Mais là, c'est différent. Là, on a l'impression d'être dans le processus de création. J'ai cette sensation-là, et j'ai rarement eu cette sensation-là avec un cinéaste, et qui plus est avec un cinéaste français. Et j'ai cette impression-là. Et quand je découvre Grave pour la première fois et que je vois cette séquence en particulier qui est filmée donc à l'intérieur d'une espèce de drap où on sent que cette fille va se faire attaquer par quelque chose qu'elle ne sait pas, un élément étranger. Puis en même temps, il y a quelque chose qui s'infiltre sous le drap, sous sa peau. Et puis quand elle en sortira, elle deviendra quelqu'un d'autre. Tu perds pied, quoi. Tu perds pied. Alors, d'autant plus quand tu le vois dans une salle de cinéma, c'est très troublant. Voilà. C'est pas une question. C'est vraiment une sensation que j'ai en voyant les films de Ducournau. Et je sais pas si toi, cette sensation, tu la vis ou tu l'as subi ou pas du tout.
Si, en fait, mais surtout avec Grave, parce que Grave, c'est un film auquel je me suis énormément identifiée aussi. C'est pour ça qu'il m'a vraiment bouleversée, davantage que Titane d'ailleurs, parce que je me suis complètement identifiée au personnage. Alors en plus, tu vois, moi, à une époque, je rêvais vraiment de devenir vétérinaire et de faire une école de vétérinaire. Alors, il se trouve que j'étais mauvaise en maths et que ça a mis fin à mon rêve, mais c'était vraiment ma vocation de départ. Et, et en plus, je suis végétarienne, tu vois. Et donc, vraiment, la Non, situation mais de se dire, il faut quand même rappeler celles et ceux qui nous regardent que le film se déroule dans une école de vétérinaire et que le personnage féminin principal est végétarienne et c'est un moment important du film. Donc voilà. Voilà, et du coup, tu vois, cette scène de bizutage où on la force à manger de la viande, là, et que ça éveille quelque chose en elle, ça me parlait énormément parce qu'en fait, en devenant végétarienne, j'ai essayé de pas mal réfléchir justement à pourquoi est-ce qu'on consommait de la viande et qu'est-ce que ça avait, qu'est-ce que ça voulait dire pour nous, et j'en suis un petit peu arrivée à l'impression, si tu veux, que c'est plus symbolique pour nous, que la consommation de viande, Enfin, je pense que c'est parti avec quelque chose de symbolique et que maintenant c'est surtout une habitude, que ça a été industrialisé, etc. Et que maintenant on le considère comme un privilège qu'on n'a pas envie de se retirer. Mais je pense que l'intérêt de départ de consommer de la viande, que ce soit de la viande animale ou humaine, c'est symbolique, c'est pouvoir s'approprier, tu vois, les capacités et les pouvoirs de la chose que tu manges, de l'être que tu manges, et qu'on est beaucoup plus dans un acte de domination et vraiment d'absorption plutôt que se nourrir. Et tu vois, en devenant végétarienne, il y avait pas mal de moments durs où je me disais, putain, c'est vrai que telle odeur de barbecue, là, ça me challenge un peu, tu vois, c'est parce que forcément, ça rappelle encore plein de réflexes que tu as et d'habitudes et de signaux de ton nez, il sent l'odeur de la viande grillée, là, bah, il a envie, tu vois, et bon, après, ça s'efface un peu. Mais tu vois, t'as l'impression vraiment que ça réveille des réflexes animaux, et, euh, et après, et en fait, c'est bizarre parce que, enfin, je sais pas, le fait de consommer de l'être vivant, même s'il est mort au moment où on consomme, ça réveille vraiment quelque chose dans le corps qui est vraiment étrange. Et en fait, quand on est habitué, je pense que c'est quelque chose de positif, genre c'est réconfortant et tout la viande. Mais quand on est végétarien, moi je vois par exemple, ça m'est arrivé dans mes genre 10 ans de végétarisme, d'avoir déjà, tu sais, mangé de la viande par erreur, puis après recracher et tout. Mais c'est vraiment le moment où tout d'un coup tu ressens de la viande pour la première fois depuis super longtemps, tu dis, ah, c'est un truc hyper identifiable et c'est très bizarre. Et tout d'un coup, tu peux pas t'ôter la sensation quand t'es plus habitué que t'as un bout de cadavre dans la bouche, tu vois. C'est vraiment la sensation que ça te donne et pas du tout le plaisir de la viande comme tu pouvais l'avoir avant. Et du coup, en fait, voilà, le fait qu'elle remange de la viande et que ça réveille quelque chose de hyper primal en elle comme ça, bah, ça me parlait beaucoup. Et c'est surtout parce que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle mange de la viande animale, mais que par contre, ça va réveiller son besoin de viande humaine. Et ça, je trouve ça passionnant parce que justement, moi, pendant ce processus de devenir végétarienne, je me disais, mais en fait, comme l'intérêt de manger de la viande, il est surtout symbolique, le plus normal, ce serait qu'on ait envie de manger de la viande humaine parce que en fait, on peut pas retirer plus de pouvoir que de se dire qu'on mange notre semblable sur lequel ça a une vraie signification de le manger, beaucoup plus que de manger une vache, tu vois, qui n'a pas beaucoup de pouvoir sur nous. Et je trouve ça beaucoup plus logique d'un point de vue symbolique qu'on soit porté vers l'envie de manger des gens plutôt que des animaux. Alors je dis pas qu'il faut manger des gens, hein, mais je trouve ça fascinant et je trouve que tu vois c'est quelque chose. Enfin, je vois par exemple mon père, il m'a souvent dit, et je trouve ça très vrai et très intéressant, que la langue française est parsemée de reliefs d'un cannibalisme archaïque, pardon, où en fait l'idée de dévorer l'autre est tout le temps présente, et notamment dans des phrases d'affection, par exemple, où on dit oh bah tel enfant il est trop mignon, il est mignon à croquer, je vais le dévorer, machin machin, et que comme si les bisous aussi, tu vois, le fait de s'embrasser et tout, c'était une sorte de dérivé très lointain de l'acte de manger, parce que c'est une manière de s'approprier l'autre, d'aller vers l'autre et d'être dans un acte Non, mais qui est plus... c'est incroyable ce que tu dis, parce que tu racontes pratiquement la fin du film. Oui, Tu mais sais, oui, quand les deux sœurs se battent, mais c'est exactement. impressionnant. Mais exactement, et tu vois, et tout ça, c'est des thèmes que moi j'avais en tête depuis longtemps et qui fomentaient beaucoup dans mon esprit et sur lesquels je réfléchissais beaucoup. Et tu vois, le jour où j'ai vu Grave, je me suis dit, oh, mais c'est le film que j'avais besoin de voir. C'est vraiment, mais depuis le temps que je voulais que tous ces thèmes-là soient traités au cinéma et de cette manière. Et en plus, il se trouvait que c'était voilà un personnage auquel je m'identifiais beaucoup. C'est dire si ça a été vraiment une énorme claque, tu vois, et que Grave est immédiatement devenu l'un de mes films préférés parce que voilà, ça a été très très puissant pour moi. Et pour revenir un petit peu à la séquence que tu me montrais, je pense que c'est une séquence qui est un peu la note d'intention du film. Mais alors, je pense que c'est peut-être pas la seule séquence du film qui est une note d'intention, parce que je pense que c'est un peu l'apanage des très bons films qui sont très bien pensés et très bien maîtrisés. C'est que il y a plusieurs séquences, ou au moins une, dans laquelle tu peux vraiment dérouler, tu vois, un peu tout le projet du film. Et là, effectivement, on a donc
le personnage de Justine qui est sous son drap et qui ressent des agressions extérieures. On a l'impression qu'elle est attaquée de l'extérieur. En même temps, nous, on est avec elle, donc aussi, on a cette sensation au départ. Et en fait, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'effectivement, c'est vraiment de l'intérieur d'elle que ça vient. Tu vois, que c'est vraiment un besoin primal qu'elle a toujours eu, qui a toujours été dormant en elle, et qui va en fait, qui est en fait cette menace, mais qu'elle, au départ, elle l'interprète comme quelque chose d'extérieur. Et c'est pour ça qu'on est sous le drap avec elle. Aussi parce que ça nous concerne, parce que c'est quelque chose, je pense, qui est latent chez tout être humain. Et du coup, le drap, en fait, même si là, elle le vit comme une couverture de protection, c'est surtout une chrysalide, tu vois, elle est vraiment filmée comme un papillon dans sa chrysalide, et je pense que c'est, voilà, effectivement, après, elle va avoir une transformation, c'est comme dans le court-métrage Junior, et donc, ouais, effectivement, ça fait partie des séquences très parlantes du film. Comment tu peux expliquer? Est-ce que pour toi, alors je prends comme base cette image pour généraliser un petit peu sur le cinéma de Julia Ducournau. Est-ce que c'est un cinéma dont le visuel serait au service du scénario, ou alors est-ce que c'est plutôt le scénario qui est au service du visuel? Parce que je sais qu'on va reprocher ça souvent, on reproche souvent ce genre de cinéma d'être un peu trop visuel, et donc qu'il y ait plus des blocs narratifs qu'une continuité scénaristique. Ah oui, oui, c'est intéressant. Alors, je pense que c'est quelque chose que je ressentirais plus chez Titane, où je sais aussi que les gens ont beaucoup trouvé que le film était mal structuré, mal scénarisé et tout. Alors moi, il m'avait pas fait cet effet. Moi, ça a été, j'ai pas trop eu de mal à naviguer entre les différents univers et effectivement, comme tu dis, les différents blocs qu'ils proposent. Mais pour Grave, j'ai pas du tout eu de soucis. Mais après, c'est vrai que moi, je suis très visuelle pour le coup, et je veux pas du tout, là, je veux pas que mon discours soit interprété comme quelque chose de méprisant envers le scénario ou envers les scénaristes, ou etc. Évidemment que c'est capital et que c'est hyper important dans le cinéma, mais moi, j'arrive à aimer un film sans suivre le scénario du tout, simplement parce que la mise en scène et les images me parleront, et parce que je pense que ça reste malgré tout l'essence du cinéma, que tu peux faire un film sans scénario. Je dis pas que ce sera un bon film, mais en tout cas, tu peux faire un film sans scénario et tu peux pas faire de film sans image, tu vois. Donc, il y a quand même quelque chose du fait que l'image animée est quand même l'essence même du cinéma. Et moi, je le ressens dans des moments où, effectivement, ça m'arrive de totalement décrocher d'un scénario ou d'un dialogue et de quand même aimer ce qui se passe. Et l'exemple que je cite souvent, tu vois, par exemple, c'est le film La Taupe, avec Gary Oldman et Colin Firth, où vraiment, je n'ai rien compris du film. Je ne sais pas de quoi le film parle, si ce n'est qu'il parle d'espionnage parce que c'est du John le Carré. Mais je sais absolument pas ce que le film raconte. Je suis nulle en intrigue politique, voilà. Alors surtout en plus quand c'est pas actuel et en plus c'est très verbal, etc. C'est très bavard. Moi, c'est le genre de choses, je décroche tout de suite. Du début à la fin, je ne saurais pas dire de quoi le film parle, et pourtant j'ai vraiment pris mon pied devant, parce que la mise en scène, parce que l'image, parce que l'atmosphère, la musique, etc. Et que tout le travail fait autour de l'image, au-delà du scénario, est sublime. Et donc, moi, ça me pose pas de problème quand un cinéma est effectivement très visuel. Et je trouve que c'est toujours l'image qui est, enfin en tout cas dans le meilleur des cas, je trouve que c'est l'image qui est au service du scénario, et je pense que c'est le cas aussi chez Ducournau, parce que c'est toujours, si tu veux, l'image qui doit raconter le scénario. On devrait réussir, presque, si on était puriste, tu vois, on devrait réussir sans dialogue à raconter une histoire rien que par la mise en scène et rien que par l'image. Et pour moi, c'est ce que Julia Ducournau, elle réussit à faire, tu vois. Il y a un aspect que je trouve vraiment fascinant, alors déjà dans Grave, mais je crois qu'on le retrouve aussi plus ou moins dans Titane. Mais tu sais, dans Grave, les séquences très importantes sont un peu accompagnées d'une sorte de musique un petit peu à l'orgue, tu sais, qui a un côté très religieux, tu sais, qui tombe d'un coup comme ça, voilà. Et en fait, pour moi, tu vois, ça c'est vraiment, à ce moment-là, ça participe complètement de l'idée qu'on retrouve un rapport complètement sacré au corps et complètement sacralisé, parce que c'est un côté hyper religieux, et que dans ce truc horrible, alors qu'on est on est habitué à ce que les religions refusent le corps et la chair et trouvent ça dégoûtant et veulent pas en parler et veulent ignorer complètement cet aspect. Et ben là, au contraire, on est vraiment dans la remise au premier plan, de se dire, ben non, en fait, le vivant et ce qu'il y a de plus essentiel en nous s'exprime dans notre rapport au corps, et en l'occurrence dans la dévoration du corps. Et je trouve ça magnifique. En plus, surtout, ça fait un petit peu écho aussi au fait que, tu vois, dans la religion catholique, on mange le corps du Christ, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est pas du tout anodin que, par moment, sur certaines images, il y ait ce type de musique qui vienne s'appliquer. Et je trouve ça brillant, et pour moi, ça vaut tous les dialogues du monde, en fait, pour comprendre le scénario du film. Non, dans Titane aussi, je crois qu'il y a un rapport très fort à la musique, à l'ordre du sacré. Oui. Plus on avance plutôt vers la seconde partie, plus on avance dans la seconde partie, plus je ressens ça aussi. Il y a cet ordre du sacré. Est-ce qu'on peut dire que il y a comme ça aussi
Alors, je ne me souviens pas d'avoir lu ce que je vais te dire dans les entretiens de Ducournau, de Julia Ducournau, mais est-ce qu'il y a aussi une connexion très très forte avec avec le muet, avec les images très fortes, très organiques du muet, où il y avait quelque chose comme ça, une espèce de violence, mais aussi d'érotisme qui sautait aux yeux des spectateurs et des spectatrices, et sans le son, sans je parle pas de l'accompagnement musical au piano, je te parle voilà, tu vois très bien de quoi je parle, mais ce rapport comme ça à l'origine du cinéma, est-ce il y a quelque chose qui pourrait peut-être s'y prêter? Bah oui, en fait, moi je pense que tu vois tous les films, donc c'est pas la seule cinéaste qui fait ça, hein, mais tous les films qui misent sur des moments de silence, de toute manière, se rattachent au muet parce qu'on revient à la nécessité effectivement de ne raconter une histoire que par l'image et d'essayer de contourner la difficulté de ne pas avoir de dialogue et de ne pas avoir du coup de dimension trop explicative. Alors même si dans le muet de temps en temps on a des cartons, etc. Mais du coup de revenir vraiment à une image la plus parlante possible. Et effectivement, je pense que les séquences dont on parlait chez Ducournau, bah oui, elles sont dans l'affiliation de ça. Mais je pense que c'est le cas de tous les cinéastes qui assument effectivement d'avoir des très très peu de dialogue ou des séquences entièrement silencieuses. Ouais. Deuxième image, toujours provenant du film Grave qui date de 2016. Alors, c'est celle-là. Qui d'ailleurs est une séquence vraiment assez incroyable. Voilà. Alors pourquoi? Parce que là aussi, je reprends un terme que Julia Ducournau disait. Elle parlait de donc création d'une identité morale au sein d'une perversion. Mais cette image-là, elle annonce aussi le personnage féminin dans Titane. Cette séquence-là. Et je trouve et j'aimerais. Enfin, pourquoi je te montre cette séquence-là? Bon, il y a effectivement on sent quelque chose qui est en train de on sent qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer, en voyant ne serait-ce que cette espèce de, enfin, le personnage est plus rassuré, plus en phase avec son propre corps, et en même temps, il y a une espèce de dualité comme ça parce que par le biais aussi du jeu assez incroyable et époustouflant de l'actrice. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est par rapport à ça, par rapport au jeu. Je trouve que je ne sais pas comment elle fait, Julia Ducournau, mais elle a une manière de regarder son actrice qui est assez incroyable. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'a aussi marqué en dehors de la thématique, en dehors du fait qu'il y a une forme de moralité au service d'une perversion, etc., etc. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé et pas intrigué, mais en tout cas adhéré, c'est ce jeu. J'ai l'impression que ce moment-là, c'est une espèce d'osmose, une espèce d'aboutissement de quelque chose. Il y a une osmose entre la cinéaste et son actrice qui est assez incroyable et puis ajouter à cela avec avec les musicalités, je trouve qu'il y a un travail qui est très fort et dans cette séquence-là particulièrement et ça n'est pas qu'une très grande cinéaste, c'est aussi une formidable directrice d'acteurs et d'acteurs. On en parlera aussi avec Vincent Lindon dans Titane parce que le corps masculin c'est aussi important chez Ducournau. Donc voilà, c'est surtout le rapport comme ça au jeu, à l'actrice et que je trouve incroyable dans cette séquence. Oui, mais complètement. Mais en fait, tu vois, je trouve que dans ce film-là, et c'était le cas aussi du coup dans le court-métrage, mais elle arrive là, enfin, à faire quelque chose où beaucoup de films échouent, c'est de réussir à filmer de manière tout à fait honnête et vraie, mais sans regard un petit peu étrange, une adolescente, tu vois. C'est-à-dire, bon, alors, je passe évidemment sur le fait qu'il y a plein de films qui sexualisent de manière abusive des personnages adolescents, tu vois, ou qui justement, sous prétexte qu'on est dans la découverte de son corps, de la puberté, etc., de son désir, que du coup, on va avoir une caméra ou un scénario un peu sexualisant, mais avec en même temps un regard d'adulte, et que du coup, c'est bizarre parce qu'on n'est pas dans la vérité de ce que ressent un adolescent, voilà. Et sinon, bah, au contraire, plein de films aussi qui essayent de représenter de la manière la plus sobre et la plus juste possible l'adolescence, mais qui en même temps, derrière, tu vois, derrière la caméra desquels on peut pas s'empêcher de voir quand même un regard d'adulte et d'avoir une sorte de caricature d'adolescente qui se veut très naturelle, mais qui en même temps, du coup, on sent le truc forcé. Alors, moi, il y a un film qui m'a beaucoup fait ça. Alors, je sais que c'est pareil, ça va peut-être crier les hauts-cris dans les commentaires, mais enfin, pousser les hauts-cris dans les commentaires. Et moi, il y a un film qui m'a mis très mal à l'aise par rapport à ça, c'est L'esquive de Keshish, tu vois, où vraiment, je l'ai vu à une époque où je sortais de l'adolescence, enfin ça faisait pas longtemps, j'avais l'impression que les personnages qu'on essayait de représenter, c'était vraiment toute la myriade de personnes que j'avais pu fréquenter au collège, et je me disais, mais vraiment, on dirait une caricature de nous,
pour adultes, vraiment en mode genre, tiens, regardez, les adolescents, cette espèce de race étrange, tu vois, ils agissent comme ça et tout. Et je me disais, mais c'est pas vrai du tout, on dirait que de la pâle imitation. Je trouvais ça très bizarre. Et souvent, les films sur les adolescents me font ça. Et là, du coup, effectivement, je pense que c'est un mélange de la manière dont c'est filmé, où justement le personnage n'est pas très est relativement mutique, tu vois aussi, et du fait que on laisse beaucoup le jeu et la sublimation du jeu par la mise en scène s'exprimer, et que le personnage on le connaît beaucoup, enfin on le connaît beaucoup plus comme ça, et la caméra qui est à la fois proche mais tout en étant très mais proche, mais de manière à ce, tu vois, ce qu'on s'identifie et ce qu'on soit vraiment dans le ressenti du désir de la viande et de s'assumer, tu vois, d'assumer cette perversité. Mais tu vois, je saurais pas exactement comment dire, mais c'est fait de la bonne manière, tu vois. Et effectivement, ça vient peut-être aussi du travail avec l'actrice. Et je pense que c'est pas pour rien parce que comme elle l'avait dirigée dans Junior, où elle était Garance Marillier, elle était vraiment toute jeune. Hein, je te dis, je crois qu'elle avait 13 ans ou un truc comme ça. Je pense que du coup, elles se sont formées l'une l'autre, tu vois. Elles ont formé leur rapport de direction d'actrice et aussi bien du côté de la réal que du côté de l'actrice ensemble, et que du coup ça a dû donner cette espèce de naturel et d'évidence quand elles ont retravaillé ensemble sur Grave, tu vois. Je pense que c'est quelque chose d'hyper précieux et de rare. Une petite parenthèse, tu évoquais l'esquive. J'aimerais bien savoir, dans 10-15 ans, si un jour tu as l'occasion de revoir ce film, si tu changerais d'avis. Mais peut-être, mais tu sais, j'ai souvent peur de ça parce que maintenant, je vois des films qui mettent en scène des adolescents parfois et je me dis, c'est marrant, cette représentation-là me dérange pas plus que ça, et je me demande si c'est pas juste parce que je vieillis, tu vois, et que maintenant, l'adolescence, ça commence à être loin de moi, et que les jeunes d'aujourd'hui, j'ai plus les codes de langage, je les connais plus, tu vois, c'est plus pareil. Alors, je te rassure, alors moi, c'est encore pire. Voilà. Et en fait, effectivement, je pense que plus on vieillit, plus on se dit, effectivement, les adolescents, cette espèce rare qu'on ne connaît pas, tu vois, qu'on connaît mal, et plus ça va aller, plus les représentations vues à travers les yeux des adultes vont nous sembler correctes. Mais du coup, je me suis promis de rester vigilante par rapport à ça, et que si un jeune ou un adolescent me dit non, non, c'est de la vieille caricature de merde, je l'écouterai. Mais il y a une chose que tu disais aussi qui est, là pour le coup, qui est peut-être un peu plus dramatique, c'est par rapport à ce regard d'adulte sur un corps d'adolescent, et c'est parfois ça peut prêter à confusion. C'est marrant parce que chaque fois qu'on parle chaque fois qu'on me dit ça, et là en l'occurrence lorsque tu l'as dit, j'ai tout de suite dans ma tête ce visage de ce cinéaste qui d'ailleurs a fait des films que j'aime beaucoup, mais qui reste quand même assez, c'est Larry Clark. Et je crois que c'est toujours très. Je sais pas si tu connais bien son cinéma, mais c'est vrai que c'est très très particulier. Jusqu'à aujourd'hui, on continue encore à se. Enfin, c'est très malsain. Voilà, c'est que c'est vraiment un regard d'adulte sur des corps d'adolescentes et adolescents. Parfois, c'est un peu légitimé par le fait qu'Harmony Korine travaillait avec lui en tant que scénariste sur Kids, tout ça. Mais ça, c'est des films des années 90. Mais c'est vrai qu'il a continué, Larry Clark, à travailler dans ce domaine-là. Et c'est vrai que le regard d'adulte sur des adolescents, comme le regard des hommes. Le regard d'un cinéaste homme sur un personnage féminin, et on dit que c'est un personnage féminin qui est assez fort, mais qui en fin de compte est un fantasme de l'homme. Enfin, tout ça, c'est très. Finalement, on en revient toujours au type, au concept du regard, et on va parler après du regard pour Titane. Alors, troisième image et première image donc de ce film Titane, c'est celle-ci. Et après, je te dirai un extrait d'un entretien qu'elle a donné du Cournot, que Julia Ducournau a donné, toujours pour Trois couleurs. Alors, c'est celle-ci. C'est au tout début. Tout début. Voilà, c'est celle-là. Donc, c'est au début, c'est le tuning, c'est les personnages féminins. Voilà. Et voilà ce que dit Julia Ducournau. Elle dit, en fait, pour moi, l'idée, c'était de montrer que les contours de la féminité sont beaucoup plus flous et flexibles que ce qu'on voit dans le premier plan séquence, dans le salon automobile. Alexia, donc incarnée par Agathe Roussel, est archi sursexualisée, suriconisée et évidemment surstéréotypée. Je voulais faire sentir que la féminité était elle-même une forme d'hybridité, qu'on pouvait finalement se créer soi-même comme on le souhaite. Tout est affaire de genre. Dès qu'une question se pose par rapport à ça, la mise en scène va dans l'autre sens pour brouiller les pistes. Et cette séquence-là, le fait que et dans Grave et dans Titane, Julia Ducournau a une manière comme ça de distiller une mise en scène qui est là à chaque fois pour déstabiliser le spectateur. Moi, dès la première séquence de Grave, ça m'a déstabilisé.
qu'est-ce qu'on voit? On voit, comme tu le disais bien, un paysage, une route sur un grand paysage. On voit au loin quelqu'un qui vient. On ne sait pas si c'est un homme, une femme. On voit une silhouette qui vient. Le deuxième plan, c'est le contre-champ. On voit une voiture qui arrive. Le troisième plan, c'est le champ. Plus personne. Et en fait, la voiture donc rentre dans le cadre et la personne qu'on avait vue au début, qu'on ne voit plus, surgit de la gauche. Et puis, il y a le carambolage. Je trouve que pour moi, ça, c'est l'idée même de la mise en scène, si on devait dire ducournienne. Pour moi, c'est ça l'idée. Son idée, c'est ça. Constamment brouiller les pistes, déstabiliser le sens des spectateurs, être là où on s'y attend pas. Et donc, ça donne des motifs particuliers, une narration particulière, une manière aussi de travailler avec des acteurs qui sont inscrits dans une certaine histoire du cinéma français. Vincent Lindon, quand on voilà, cavalier, sauter, enfin c'est un autre type de jeu dans le film. Je me demande comment non pas comment il a fait pour accepter cela, c'est comment elle a fait pour aller jusqu'au bout. C'est tout ça. C'est à chaque fois, c'est ne jamais rester sur les acquis. Et donc, cette image que je viens de te montrer, cet excellent entretien que je viens de te dire, et l'exemple de Grave, pour moi, c'est ça. C'est l'idée même de la mise en scène chez Ducournau. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle. Si, mais en plus, tu vois, tu parles de déstabiliser. Effectivement, c'est l'impression que crée cette séquence d'ouverture dans Grave, mais c'est aussi le cas de la séquence d'ouverture du coup dans Titane dont tu m'as montré une image, où là, même si on n'est pas du tout dans le même type de mise en scène, je trouve que le plan séquence est tellement long qu'on trouve le moyen d'être déstabilisé dans ce que le plan séquence essaye de nous dire au fur et à mesure où il se déroule, tu vois. Et que ça, c'est assez fort, et qu'en fait, on est face à un personnage où certes, elle est over-sexualisée et tout, mais moi, je me disais, putain, c'est ouf, parce que en même temps, le public est très peu mis en scène, et du coup, on a l'impression que tout ce qu'elle fait, elle le fait dans un rapport à elle-même, enfin, elle le fait limite pour elle-même, juste parce qu'elle kiffe ça, tu vois, et qu'en plus, comme dans l'image que tu m'as montrée, on a son regard vis-à-vis de la caméra, où on oublie un peu le public, tu vois, on a l'impression qu'elle est juste dans la pure expression de ce que elle a envie de faire, et qu'elle le fait pas spécialement pour un public, et en même temps, par moments, ça change, où là, pour le coup, on perd son visage, on est vraiment focalisé sur des parties intimes de son corps, et pour le coup, on voit le public derrière, etc., et on est plus dans le rapport au public, et en fait, tu vois, je trouve que le plan séquence, il change d'intention comme ça au fur et à mesure, et que déjà, il déstabilise, en fait. Et ce qui va déstabiliser aussi, c'est ce qui suit, c'est que du coup, elle est cette espèce de star, voilà, pas de striptease, mais en tout cas de lap dance, etc., dans ce club où elle est admirée de tous et tout, et en même temps, une fois que c'est terminé, elle a directement la flemme tu vois, elle a pas envie de parler à qui que ce soit, elle est plus du tout dans son rapport au public, elle s'en fout, et finalement, le regard qu'il porte sur eux, qui par ailleurs fait son gagne-pain, bah, en fait, ça l'emmerde, tu vois, et du coup, le film ne cesse de nous déstabiliser dans la création du personnage. Alors, c'est pas la séquence d'ouverture, du coup, puisque la séquence d'ouverture, c'est le flashback, je crois, de compter les petites. C'est la deuxième séquence, c'est vrai, tu as raison. Oui, non, mais moi, je fais souvent l'erreur, mais du coup, ouais, tu vois, ne serait-ce que dans ce plan séquence, elle trouve le moyen de nous déstabiliser, et c'est assez fort. Et ça, seulement par le placement de la caméra, tu vois. Mais ça dit quoi finalement les films de Ducournau? À part de raconter, on a effectivement omis de donner les scénarios de Grave et de Titane, mais c'est tellement connu. Enfin, vous pouvez les trouver sur Allociné. Mais en dehors de cela, est-ce que ça dit vraiment quelque chose de la société, les films de Ducournau? Moi, je trouve ça, oui, moi je trouve que ça dit beaucoup, mais alors ce que je trouve intéressant, c'est la manière justement dont Grave et Titane parlent à la fois d'une même chose, mais en même temps de deux aspects complètement différents d'une même chose. C'est-à-dire que je pense que ça parle entre autres d'amour filial, comme tu me le disais aussi, mais alors évidemment, ça ne parle pas que de ça, mais ce qui est intéressant, c'est que les deux films prennent deux axes complètement différents pour en parler. C'est-à-dire que dans Grave, on a une famille dont les liens sont vraiment pas très resserrés, tu vois, les sœurs s'entendent pas très bien, elles se ressemblent pas, il y a pas grand chose qui les lie, si ce n'est le fait qu'elles soient sœurs. C'est pareil, les parents sont très peu présents, on a l'impression qu'il y a une sorte d'incompréhension entre les parents, les enfants et tout, et tu vois, les liens familiaux sont très peu présents, et en même temps, à la fin, la conclusion, c'est on s'aime plus que tout, et on est solidaire plus que tout, rien qu'à cause des liens du sang, tu vois, même si rien ne nous rassemble, on a les liens du sang et c'est plus fort que tout. Et du coup, cet amour filial est plus fort que tout. Et dans Titane, c'est au contraire, tu vois, c'est cet amour qui reste et l'amour filial qui est plus important que tout, mais quand cet amour filial est créé par tout sauf les liens du sang. Où on a cette espèce de lien filial qui est recomposé entre Vincent Lindon et Alexia, qui sont absolument pas qui ne sont pas parents, qui ne sont pas, voilà, elle était même pas ce que Vincent Lindon croyait qu'elle était, plus rien ne les lie.
et donc notamment pas le sang, et où pourtant on a cette espèce d'amour filial absolu quand même. Et du coup, tu vois, je trouve ça hyper intéressant d'avoir deux films qui prennent deux axes totalement différents pour avoir un discours aussi absolu sur ce que c'est l'amour, et notamment l'amour voilà, familial, parce que je pense que c'est quelque chose qui est hyper évidemment important dans notre société, parce que c'est aussi comme ça que se construit une société. Mais du coup, voilà, mis à part tout ce que toutes les autres choses qu'abordent ces films-là, je trouve que c'est deux noyaux hyper intéressants, et je trouve ça courageux de la part de Ducournau de les prendre sous un angle complètement différent dans un film puis dans l'autre. Est-ce que le fait que dans toute une première partie dans Titane, le fait qu'Alexia ne demande qu'une chose, c'est d'être regardée réellement par son père, qui a une manière de la regarder, enfin, qui la, Enfin, il la méprise. il la méprise, c'est du Mm. dégoût. Et le fait que Vincent Lindon, plus tard, va la regarder, mais autrement, différemment, voire même parfois violemment, d'une manière même vampirique, est-ce que finalement, ce n'est qu'une histoire de regard? À partir du moment où on est regardé autrement, les choses peuvent être différentes. Parce que, comme tu l'as dit, il faut voir la deuxième partie, c'est très, très particulier. Et parce que Alexia, dans ce film, est une serial killeuse, et progressivement, par un concours de circonstances qu'on ne dévoilera pas, parce que c'est intéressant aussi de découvrir ça. Je trouve que c'est intéressant de le découvrir par soi-même. Fait que il va se créer un lien entre Vincent Lindon et elle, et on sent le poids du regard de Lindon sur ce personnage-là. Et j'ai l'impression que finalement, c'était vraiment ça qu'elle demandait. Mais c'est l'extrême, c'est toujours l'extrême avec Ducournau. C'est ça qui peut aussi déstabiliser. Bah tu vois, j'aime bien parce qu'effectivement, je trouve qu'elle pousse les choses à l'extrême, mais en même temps, j'ai une amie qui me disait que justement, elle trouvait que le film, que les films de Ducournau restaient relativement sages et relativement classiques. Et en fait, moi, ce que j'aime bien chez Ducournau, et je pense que c'est ça aussi qu'elle parle, la raison pour laquelle elle parle à un plus grand public, mais c'est que j'ai l'impression qu'elle pousse tous les compteurs au max, mais toujours dans le cadre d'un film de facture relativement classique, tu vois. Et je pense que c'est ça qui parle bien, c'est d'avoir une forme qui nous déstabilise pas complètement, et en même temps, au sein de laquelle tout est poussé à bloc. Et je trouve ça hyper intéressant, et du coup, que ça relève d'une grande maîtrise. Mais du coup, par rapport à ce que tu disais, en fait, moi, j'ai parlé hier avec un ami qui m'a donné une interprétation très intéressante de Titane, qui, moi, ne m'était pas du tout apparue, mais qui me disait qu'en fait, c'était peut-être un film qui parlait d'inceste, parce que on a au départ donc cette petite fille qui a un rapport très compliqué avec son père, qui est vraiment, alors le père, lui, est un peu, voilà, dans le dégoût de la gamine, donc peut-être parce qu'elle lui rappelle ce qu'il a fait, ou j'en sais rien, mais voilà. Et elle, du coup, qui est pareil dans dans le mutisme et dans la provocation totale de son père. Après, quand même, elle tue ses parents assez tôt dans le film, donc elle brûle la maison, voilà, elle veut mettre cette chose derrière elle. Elle est dans ce rapport compliqué aux hommes, et tu vois, quand elle rencontre Vincent Lindon, elle a ce moment où elle va essayer de le séduire, alors qu'il commence à construire une relation père-fille, elle va essayer de le séduire. Et du coup, c'est à partir du moment où lui, il refuse complètement cet aspect-là, que du coup, elle va vraiment accepter que ce soit son père, et qu'un père, ça puisse être ça, et que dans le regard de cet homme, non, il n'y a aucun désir, contrairement à ce que elle faisait quand elle dansait sur une voiture devant un public d'hommes, tu vois. Et donc effectivement, je pense que le regard est complètement capital, et que c'est ce que le plan séquence du début nous propose, et que effectivement ce changement de regard ensuite, mais tu vois, effectivement le regard c'est très important, parce que Vincent Lindon, on a ces moments où il se regarde dans le miroir aussi, tu vois, on a l'impression qu'il se questionne toujours sur ce qu'il est, mais sur ce qu'il est pour les autres. Et enfin, tu vois, est-ce que du coup, ce que tu vois de toi, c'est ce que tu es réellement ou pas, ou est-ce que ce que tu es réellement, ça ne se manifeste finalement que dans ton rapport aux autres. Et du coup, ouais, et donc cette interprétation de l'inceste, pardon, je dis pas forcément que c'est la bonne, mais je pense qu'elle est hyper intéressante, et que même si on veut pas enfermer le film dans la thématique seule de l'inceste, sans que ce soit allé jusqu'à l'inceste, ça peut être manifeste d'une relation viciée parent-enfant qui fonctionne quand même, tu vois. Et ouais, du coup, c'est pour ça aussi que je trouvais ça très bizarre que les gens disent que Titane était un film hyper mal structuré et raconté, parce que je trouve qu'au contraire, tout est très cohérent, quoi. On parle beaucoup de personnages féminins, de corps féminins, mais on oublie aussi que Ducournau a une manière à elle aussi de regarder le corps masculin. Avec Lindon, c'est juste incroyable. En plus de cela, c'est un personnage quand même il y a un plan très très beau, une scène assez fugace mais très belle, où elle lui demande, Alexia, s'il est malade. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois où on l'entend parler, où elle éprouve quelque chose pour lui. Et il lui répond, non, je suis vieux. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que
Parce que t'es vieux. Parce que je suis vieux déjà, d'une part. Ça, je garde ça au montage. Je me suis pas quand même identifié au personnage de Van Damme parce que ce serait un peu bizarre quand même, ce serait compliqué. Non, je n'ai pas cette histoire-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a, oui, déstabilisé parce que je ne m'attendais pas à ce que Ducournau prenne le temps de montrer cela, de montrer cette facette de ce personnage masculin. Je ne m'y attendais pas du tout à ça, à ce que, à un moment, le film s'arrête quelques secondes pour dire, il est quand même vieux. Enfin, je veux dire, alors que le film, on a le point de vue d'Alexia, comme on a le point de vue de Justine dans Grave, on a le point de vue d'Alexia voilà, on suit ce point de vue. Et là, et en fait, dans la deuxième partie, il y a une espèce d'aller-retour comme ça, de va-et-vient entre le point de vue d'Alexia et le point de vue de Lindon. Et je trouve ça incroyable. Et c'est ce qui me permet de dire que finalement, Ducournau ne reste pas forcément dans une seule optique de narration. Et c'est pour ça que j'ai hâte de découvrir ses prochains films pour voir qu'est-ce qu'elle va faire maintenant. Le fait qu'à un moment, dans le film, elle décide de ne plus rester sur le point de vue d'Alexia, d'aller aussi chez Lindon et de filmer ce corps qui est en train de vieillir, qui est aussi regardé. Et c'est très troublant. Voilà, c'est vraiment très troublant. Ce petit moment-là, là encore, c'est pas une question, c'est vraiment une sensation que j'ai eue. Mais ce petit moment-là, c'est assez troublant, je trouve. Oui, non, mais c'est vrai, mais tu vois, je pense que ça vient d'une volonté, entre autres, hein, de montrer que tous les opposent ces deux personnages, aussi bien par l'âge que par leur passé, que par, voilà, lui, il est en recherche d'un enfant, elle est en recherche d'un parent, et qu'en fait, voilà, ils sont vraiment deux extrémités d'un spectre, mais qu'en fait, ils vont se retrouver et se compléter. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que ce moment où ces moments en tout cas où on voit beaucoup le corps de Vincent Lindon, et du coup ça fait aussi un peu écho à la scène du début où donc Alexia danse sur la voiture et qu'on la découvre aussi sous toutes les coutures. Parce que en fait finalement il n'y a pas l'un des deux corps qui est moins bien filmé que l'autre ou qui est moins mis en valeur. Enfin je veux dire, on assume complètement de voir aussi le corps de Vincent Lindon comme un corps, tu vois. Il est aussi mis en scène parce qu'il y a cette espèce de lumière très rose, très violette. Et le corps est pas méprisé parce qu'il est plus vieux, tu vois. C'est juste qu'il charrie aussi son bagage de complications et que ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours aussi dans la thématique de l'incarnation, de se dire, bon bah voilà, maintenant, cette personne et cet esprit est incarné dans ce corps et donc vit à travers ce corps et est ce corps. Et du coup, ce que ça représente. Enfin, moi, je trouve ça toujours assez fascinant, justement, la représentation des corps qui sont mis en parallèle avec la psychologie, tu vois. Et ouais, je trouve qu'elle fait ça très bien aussi. Et bref, ouais. Dernière image qui est pratiquée, d'ailleurs le dernier plan du film, mais c'est pas très grave si vous n'avez pas vu le film et que vous voyez ce plan-là. Voilà, c'est pas un film à thèse, c'est pas un film à intrigue non plus. C'est cette image-là. Voilà. Et dans cette image-là, il y a une contradiction incroyable. Enfin, il y a une opposition impressionnante, c'est que c'est un bébé qui est fait en métal, pardon. Et mais c'est un bébé, donc il y a une chaleur, il y a une vie, et puis il y a ce père. Et ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai l'impression que Julia Ducournau, dans ses films, il y a d'une part l'histoire de sa cinéphilie, mais aussi peut-être une très forte subjectivité. Il y a un lien, enfin, il y a comme ça une espèce de... Rimbaud disait il faut réinventer l'amour, et elle, c'est plutôt faut réinventer l'amour filial, la relation avec les parents, la relation avec la grande sœur. Il y a quelque chose comme ça de très subjectif et de très organique en même temps. Et je trouve que là, pour le coup, la dernière image de ce film-là, de Titanic, de Titan. Oula, pas Titanic, Titan. C'est pas la même chose. Et elle est très émouvante. Et en même temps, je trouve qu'il y a une continuité assez féroce avec Grave par rapport à ça, par rapport à la cinéphilie et par rapport aux figures du père et de la mère. Et là, pour le coup, figure du père. Il y a quelque chose de très fort. Ce sont des films qui, pour le coup, je pense, à mon avis, parlent beaucoup de ça, de la relation filiale. Et il doit y avoir un truc à questionner, à chercher dans cet aspect-là, mais il y a quelque chose de très très fort en tout cas. Et moi, ce que ça m'évoque du film, l'image que tu as montrée, c'est que
Enfin, moi, c'est ce qui m'avait frappé, en tout cas, la première fois que je l'ai vu, c'est que je trouvais que c'était vraiment le portrait de personnes qui étaient totalement inadéquates à la société, même inadéquates à elles-mêmes, qui ne se comprennent pas, qui ne savent pas bien qui elles sont, etc. Inadéquates aux rapports sociaux classiques. Et que quand on est à ce point-là désaxé, tu vois, et qu'on rentre pas du tout dans le moule de la société, c'est la manière dont... Et qu'on est aussi torturé, tu vois, qu'on est vraiment fait de douleur et qu'on est pétri par cette douleur et par cette incompréhension, c'est la manière dont on va... Enfin, la vie va quand même trouver un chemin, pour ne pas citer Jurassic Park, mais tu vois, un chemin totalement dévié et perverti. Enfin, perverti dans le sens où il est pas normal, mais pas perverti dans le sens où c'est dégueu, tu vois, mais je trouve qu'aussi, tu vois, tu évoquais le mot perversion tout à l'heure pour le fait que Julia Ducournau avait dit qu'il fallait retrouver un rapport à soi dans la perversion ou quelque chose comme ça. Et je trouve que Grave et Titane sont tous les deux brillants dans le sens où ils montrent une perversion, mais ce qui est perversion justement dans le regard de nos normes, mais qui, au contraire, pour elles, enfin pour Justine et Alexia, ne sont que vraiment l'expression de leur vie et de leur essence et de ce qu'elles sont vraiment, et qu'en fait, ça devrait pas être dégoûtant, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des passages aussi dérangeants et de body horror, etc., mais qui sont filmés de manière très belle et qui sont associés à de la très belle couleur, de la très belle musique, etc., parce que c'est une perversion qui n'en est pas une et qui est très belle. C'est juste qu'elle ne rentre pas dans notre conception habituelle de ce que devrait être un être humain. Je me perds un peu, mais voilà, du coup, pour moi, vraiment, cette image du bébé à la fin, c'est vraiment se dire, ok, ces espèces de corps meurtris et douloureux, ils peuvent quand même redonner naissance à de l'amour et à de la vie, même si c'est pas sous la forme qu'on attend. Donc de choisir qui on veut devenir, en fait. Oui, aussi, ouais. Donc c'est en lien avec, c'est un lien très fort avec notre société aujourd'hui, la manière qu'elle a d'évoluer, de choisir non pas d'être ce que l'on veut, mais de devenir ce que l'on veut. Oui. Alors, je pense que les deux sont pas antinomique, tu vois. Je pense que en fait, tu choisis, enfin, tu peux devenir ce que tu veux, mais ça passe quand même par l'acceptation de ce que tu es réellement, tu vois. Et après, ce que tu es réellement, tu peux lui imprimer une certaine direction. Mais Justine, elle peut pas, tu vois, c'est une question, c'est vital pour elle. Elle peut pas refuser au bout d'un moment d'être cannibale. Et il faut qu'elle mange de la chair humaine pour vivre. Et elle va choisir elle va effectivement choisir de devenir une certaine personne et il faut qu'elle assume ce choix, mais ça passe aussi par l'acceptation de ce qu'elle est au creux d'elle-même, tu vois. Je pense que l'un passe par l'autre en fait et qu'on n'est pas toujours dans la séparation de ces deux thématiques. Dernière question, est-ce que il t'arrive, vu que Grave est un film important, en tout cas, ce que j'ai cru comprendre et que tu as dit, qui est important pour toi dans ton rapport au cinéma et que tu aimes beaucoup aussi Titane, est-ce que il t'arrive d'essayer d'essayer de penser, de voir un peu vers quoi elle va s'orienter maintenant du Courdon? Parce qu'elle disait qu'entre Grave et Titane, ça a été des moments très difficiles pour essayer de sortir du carcan Grave qui a été extrêmement bien accueilli, en tout cas par la profession. Et quand on voit Titane, c'est vrai qu'elle va encore beaucoup plus loin. Mais est-ce que parfois tu essaies d'imaginer vers quoi elle pourrait aller? Bah, alors... C'est de l'extrapolation, je l'avoue, mais... Oui. Non, mais c'est pas surprenant de ma part, parce que si tu veux, parce que j'ai toujours envie de voir ce genre de film, mais c'est vrai que moi j'aurais assez envie de la voir faire un film de vampire, tu vois, parce que je trouve que c'est complètement dans la continuité justement des thèmes qu'elle a posés là. Après, peut-être qu'on pourrait dire que Grave, c'est une sorte aussi d'interprétation du mythe du vampire, mais moi je la verrais bien faire du vampire un peu plus assumé en tant que vampire, un peu plus surnaturel, parce qu'on est aussi complètement dans un rapport au corps qui est à la fois sacré et en même temps très organique, et que il y a le côté non pas dévoration, parce que les vampires du coup, en tout cas la conception actuelle du vampire, on n'est pas tellement dans la dévoration de la chair, mais dans l'absorption du sang, qui est un fluide qui, pour moi, je trouve, c'est pareil, relève une potentialité de poésie incroyable, mais comme le cannibalisme dans Grave, tu vois, alors que au départ, tu penses pas que le cannibalisme, c'est quelque chose d'extrêmement poétique. Et moi, je trouve qu'elle arrive à en tirer justement toute la poésie, et du coup, moi qui adore la figure du vampire, j'aimerais beaucoup, beaucoup l'avoir posé un petit peu son cinéma là-dessus, quoi. Je trouve que ça irait trop bien. Bon, en tout cas, j'espère que entre Grave et Titane, il y a plus de 4-5 ans qui se sont écoulés. J'espère que
j'espère qu'on va voir des nouvelles de Julia Ducournau assez rapidement. C'était un plaisir en tout cas d'avoir ces quelques bribes de conversation autour de ce cinéaste qui n'a fait que 2 longs métrages, mais qui est déjà extrêmement connu et reconnu aussi à l'international. C'était en tout cas un plaisir. Merci beaucoup Judith, Demoiselle d'horreur, aka Demoiselle d'horreur, d'avoir discuté avec moi autour de Julia Ducournau. Et puis j'espère, je dis ça souvent, je ne mets pas de point final, je mets 3 points suspension. Comme ça, on se reverra. Voilà, pour discuter d'autres choses, ou peut-être même du dernier Ducournau. Sait-on jamais. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, à toi. À très vite. À très vite. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.